Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 12 de la série Pop et Psycho sur les chroniques de Bridgerton. Aujourd'hui, on va parler du contrôle et de la peur du chaos, un thème qui traverse toutes les saisons et tous les personnages de la série. Donc dans Bridgerton, on l'a déjà vu, tout semble parfaitement en place, les fleurs, les danses, les regards, chaque chose est mesurée et chaque mot est parfaitement choisi. Mais sous cette maîtrise apparente, on voit bien que tout menace de déborder. Derrière les politesses, il y a des émotions qui bouillonnent, il y a du désir derrière tout le masque de la bienséance. C'est vraiment le paradoxe de cet univers. Il y a un ordre esthétique, c'est vraiment très beau, et en même temps, cet ordre, c'est une défense contre le chaos intérieur. La psychanalyse dirait que le moi lutte contre les pulsions dans cet univers, pour les personnes, mais pour la société tout entière. Parce que contre la peur de l'excès, contre la peur de perte de contrôle, il y a ce moment où l'affect reprend le dessus sur la raison et un moment où finalement tout explose, ce qui fait d'ailleurs le scénario de chaque épisode, de chaque saison, de toute cette série. On peut dire que chaque personnage incarne cette tension, parce que officiellement, par exemple Anthony, officiellement il est obsédé par la maîtrise et il fuit la passion, mais en fait quand on y regarde de plus près, ça déborde dans toutes ses relations intimes. On voit bien que Daphné, elle découvre que le lâcher-prise, c'est aussi une forme d'amour, alors que pour elle, l'amour ne devrait se montrer que, ou du moins au début de la saison, dans un cadre extrêmement contenu, extrêmement carré. Même Lady Violette, elle garde sa douleur dans la dignité, comme si ressentir trop fort, vivre son deuil, risquait de tout faire s'effondrer. Mais d'ailleurs, on remarque et on comprend au fur et à mesure de la série que c'est ce qui s'est passé. Au décès de son mari, elle s'est effondrée. Pour la naissance de Hyacinthe, il y a quand même beaucoup de traumas qui se sont passés sur ces moments-là, traumas pour elle, mais aussi traumas pour ses enfants. Et elle regrette encore ce moment où elle n'a rien contrôlé. Même des années après, ça continue de la hanter et de colorer ses communications et ses relations avec ses différents enfants. Donc, ce monde tellement bien ordonné. On voit bien que ce n'est qu'un vernis, parce que plus on veut contrôler, plus le refoulé revient et insiste. Le désir, la colère, la peur, toutes ces émotions qui ne nous sont pas agréables, elles cherchent à se dire de toute manière et elles sortent d'une manière ou d'une autre, mais autrement que de manière contrôlée et choisie. C'est là, je trouve que Bridgerton, c'est une chouette série. Elle est vraiment profondément psychanalytique et les acteurs font un fantastique travail parce qu'ils nous partagent, avec finalement peu de mots ou pas de mots du tout, ils nous partagent des émotions internes extrêmement complexes. Et chaque fête, chaque sourire poli, ça cache en fait un combat silencieux entre le besoin de se contenir et l'élan vital, l'élan de se laisser vivre. Le travail psychique qui est à l'œuvre pour tous ces personnages, et d'ailleurs aussi pour la reine, dont je n'ai pas encore parlé, mais pour tous ces personnages et pour toute la société bridgertonienne de manière générale, l'objectif ici, c'est d'apprendre à tolérer le désordre, à accueillir ce qui déborde sans craindre en réalité les conséquences. Parce que c'est souvent quand on lâche le contrôle que la vie enfin peut circuler. D'un point de vue lecture analytique, donc, les personnages sont là à osciller perpétuellement entre la maîtrise, la raison, et le débordement, c'est-à-dire la passion. Tout l'univers de Bridgerton est ordonné et ritualisé, tout ça pour éviter cette perte de contrôle et notamment la perte de contrôle affectif. Ça, c'est l'ordre victorien qui s'exprime, qui symbolise en fait dans cette série la défense contre l'effondrement psychique. Il y a des rituels, il y a des convenances, il y a des règles qui servent en fait de contenance collective. Et on peut dire aussi que le chaos amoureux, il fait peur parce que c'est une pulsion qui fragilise la structure du moi, le moi individuel, mais aussi le moi sociétal. En termes de référence, il y a des choses vraiment très intéressantes. On va parler de Freud et de l'angoisse de castration. C'est une théorie qui fait partie du complexe d'Édipe. Alors, certes, je vous arrête tout de suite, oui, c'est une théorie le complexe d'Oedipe, à de nombreux points de vue, il est critiquable, et je dis vraiment ça de manière euphémisante. Mais
Ceci dit, ça a posé des bases en analyse psychologique et ça a permis justement de réfuter par la suite tout ce que Freud avait dit sur ce sujet. Mais par contre, dans le complexe d'Édipe, quand il parle de l'angoisse de castration, ça me semble encore aujourd'hui particulièrement d'actualité, d'autant plus qu'on est dans des sociétés où il y a eu une belle évolution pour les jeunes qui peuvent aujourd'hui se définir de manière plus ouverte. Ils peuvent définir leur identité de genre, ils peuvent définir leur orientation sexuelle. Pour autant, l'angoisse de la castration reste toujours présente. L'angoisse de castration freudienne, c'est la peur pour l'enfant d'être puni parce qu'il a désiré, soit trop désiré, soit mal désiré. Et d'ailleurs que cette peur soit réelle, qu'il y ait des conséquences dans sa famille ou de la part de la société, ou que ces peurs soient complètement supposées, imaginaires pour l'enfant. Donc c'est une question d'acceptation intrapersonnelle entre les différents membres de la famille et de la société. C'est aussi une question de construction de l'image de soi. C'est aussi une question d'éducation familiale et bien entendu, c'est une question sociétale. Donc l'angoisse de castration, pour moi, ça reste quand même et toujours une manière de formuler cette peur terrible que les enfants construisent dès leur plus jeune âge, qui concerne le sujet de leur désir, à quel endroit ils ont le droit de positionner leur désir sans être rejetés. Le contenant psychique aussi, c'est une notion dont je voulais vous parler. Ça a été développé par différents auteurs. Je sais que Bion en a parlé. Il me semble que Anzieu aussi parle de contenant psychique. Il s'agit là de la capacité que chaque être humain a à donner du sens à toutes ses expériences, les expériences internes, émotionnelles, mais aussi ses expériences sensorielles, comment notre corps perçoit les choses, et nos expériences relationnelles dans chacune de nos échanges avec un autre individu, qu'il soit humain ou pas d'ailleurs. Donc c'est vraiment cette capacité à, à contenir déjà ces expériences, ensuite à leur donner du sens et à les transformer. Le contenant psychique, donc une notion que je vous invite à aller rechercher aussi de votre côté si ça vous parle. Et puis je voudrais quand même aborder un petit point, un texte qui a été écrit par Winnicott, mais qui n'est sorti qu'après sa mort. Et d'ailleurs c'est un texte qui est inachevé, qui est assez flou, donc difficile à lire. Winnicott, il est surtout connu pour avoir travaillé sur les différents stades du développement émotionnel chez l'enfant. Mais dans ce texte, donc, qui est publié après sa mort, il parle du breakdown, qu'on peut traduire par effondrement ou chute, ça reste quand même un terme anglo-saxon volontairement flou. Ce breakdown, ça caractérise le fait que le self ne soit plus contenu. Il s'agit d'un effondrement d'un système de défense, pas des défenses contre l'angoisse de castration, mais plutôt les défenses contre la désorganisation du self. Voilà, j'espère que ces nouvelles références vous donneront envie d'en savoir un peu plus et de rechercher un petit peu dans la littérature psychanalytique. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'amour et de comment il vient réparer ce qui a été blessé. Je vous invite à revenir ici demain à 20 h pour la vidéo numéro 13. Bye bye!